Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce journal du mercredi 19 mai 2021. Bonjour ou bonsoir selon votre localisation. Bienvenue dans ce journal qui vous est présenté par Bob Rugurika au sommaire de ce journal. Insécurité toujours dans les provinces. Une personne a perdu la vie dans une attaque d'hommes armés en province de Mwaro. Le gouvernement parle de bandits armés. Et puis des chiffres alarmes sur la pandémie du coronavirus au Burundi. Un récent rapport du ministère de la Santé publique montre que les cas de transmission locale ont sensiblement augmenté. Et puis le Burundi se dit très avancé dans le processus de ratification des accords sur la zone de libre-échange. Des observateurs parlent d'une réalisation chimérique. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Rebonjour, je vous le disais dans les titres. Insécurité en province de Mwaro, commune Ndava. Une personne a été tuée dans une attaque d'hommes armés au chef-lieu de la commune Ndava la nuit dernière. Ces hommes armés auraient visé une position de police, mais le ministère de la Sécurité publique parle d'une tentative de vol à main armée. Le point avec Emile Nibasumba. L'attaque des hommes armés au chef-lieu de la commune Ndava a eu lieu ce mardi vers 23 heures. Certains habitants de cette commune de la province Mwaro indiquent que ces hommes armés visaient les policiers. Ces hommes armés visaient la position de la police parce qu'ils ont criblé de plusieurs balles le bureau de l'officier de la police judiciaire. Ils ont même tenté de l'incendier, mais le carburant utilisé n'a pas pris feu. Il y a eu ensuite beaucoup d'échanges de tirs. En se repliant, selon toujours la population, ces hommes armés ont tué par balle un certain Dismas Ngendakuriyo, surnommé Rutozi, planton à la COPEC Fota. Ce dernier tentait d'intervenir, machette à la main, selon des sources sur place. Sur son compte Twitter, le ministère de la Sécurité publique, lui, indique qu'il s'agissait d'une tentative de vol à main armée qui a été déjouée par la police au bureau postal d'Ondava sur la colline Fota. Selon toujours son ministère, 3 voleurs armés d'un Kalachnikov ont tiré mortellement sur le citoyen Dismas Ngendakuriyo lorsqu'il se repliait vers la localité de Wuzirachanda. Mais selon les informations en provenance d'Ondava, certains policiers qui ont aperçu ces hommes armés se sont cachés tandis que d'autres ont pris la fuite. Et puis, page et droits de l'homme à présent. La représentation des réfugiés burundais à Kampala demande de la lumière sur le cas des 3 réfugiés burundais arrêtés par la police ougandaise il y a plus de 2 mois. Jusqu'à présent, personne ne connaît ni le sort ni le lieu de détention de ces réfugiés. Frédéric Ndaisenga, représentant des Burundais vivant dans la capitale ougandaise, indique que les 3 seraient tombés dans un piège. Frédéric Ndaisenga précise toutefois que la cohabitation entre les réfugiés et la police ougandaise est bonne de façon générale. Suivez plutôt Frédéric Ndaisenga. Normalement, la cohabitation avec les organes chargés de la sécurité à Kampala et en Ouganda en général, nous cohabitons bien avec tous les réfugiés. Mais ces derniers temps, il y a un comportement qui semble pas clair. Il y a 2 mois à peu près, un jeune homme s'appelait Désiré qui utilisait une moto pour gagner la vie ici à Kampala. Il aurait eu un message de quelqu'un qui n'a pas identifié, lui demandant de porter ce message à un poste de police. C'était au niveau de la zone 7. Quand il a porté le message là, il a été arrêté et emprisonné là-bas même. Le lendemain, son frère qui répond au nom d'Enchère et son ami Innocent, accompagné d'ailleurs par l'un des leaders de la communauté, qui est en même temps le mari de la chef de zone 7, ils ont été là-bas le matin. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas où les gens sont emprisonnés. Leurs familles ont besoin de leur rendre visite et ils sont dans l'embarras. Et ce qui nous rassure un peu, c'est que ce n'est pas pour la première fois. Il y en a qui ont été arrêtés de cette manière avant et après les investigations, ils sont libérés et n'ont pas été torturés ou bien maltraités du moins physiquement. Ce que nous sommes en train de faire comme des leaders des réfugiés, nous essayons de nous adresser aux ONG qui sont chargés de nous aider, de nous accompagner
accompagné dans ce domaine pour gérer la situation. Et au gouvernement ougandais, nous lui demanderions de rester toujours vigilant dans de telles situations. Si quelqu'un est arrêté et qu'on ne voit pas là où il est en train d'être corrigé, les gens sont traumatisés, ils pensent qu'il a été déporté vers le pays et qu'il avait fui. Le gouvernement pourrait peut-être corriger les réfugiés qui se méconduisent, parce que ça arrive, mais montrer aux membres de famille où il est emprisonné comme ça, la famille peut rester aussi tranquille par rapport à la situation. Et puis page gouvernance, la colère monte chez la population de Rugombo. Le retrait de l'exploitation des terres de la société Rugoform par la population impacte négativement la vie des habitants. Les autorités du pays exploitant actuels de ces terres ne vendent rien dans cette commune, contrairement au temps de l'exploitation de ces terres par la population locale. Conséquence, certaines denrées alimentaires manquent, d'autres se vendent à un prix élevé. Le point avec Eloge Quizera. La population qui exploite les terres d'Origofarm y cultive différentes cultures comme le riz, les oignons, le maïs, le piment et d'autres. Les habitants de la commune de Rugombo profitaient en premier de la récolte qui était prioritairement vendue dans cette commune à bas prix. Mais les exploitants actuels ne vendent rien dans cette commune, regrettent les habitants de Rugombo. Avant, la période de récolte qui est là était bonne. On remarquait du changement ici chez nous. Les prix des denrées alimentaires baissaient automatiquement sur les marchés. Mais actuellement, ce n'est même pas évident de trouver du maïs sur le marché de Rugombo. Le maïs manque comme le sucre. On ne voit pas donc l'issue. Ces habitants de Rugombo insistent sur le cas du maïs. Cette denrée manque souvent dans cette localité depuis que ces terres ont été retirées. Le peu qui se vend, c'est à un prix élevé. Avant, quand on exploitait ces terres, les maïs étaient vendus en abondance. Une grande casserole pouvait contenir 10 kg de maïs, s'acheter à 1500 francs. Mais actuellement, si tu en trouves, une casserole ne peut pas s'acheter à moins de 6 000 francs. Et d'ailleurs, les maïs sont devenus très rares. Ces terres d'Origofarm ont une étendue de plus de 500 hectares. Elles ont été restituées à l'État en 2019 sur décision de la CNCB, mais les sources fiables révèlent qu'elles sont actuellement en grande partie exploitées par le haut dirigeant du pays, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, et le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha. Ces habitants de Rugombo demandent donc au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, gestionnaire des terres domaniales, de veiller à ce que ces terres profitent à la population en général et non à une poignée d'argent. La RPA a tenté de joindre Deogi de Rurema, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il n'a pas décroché à notre appel. Gouvernance toujours, la colère c'est également chez les propriétaires des motos en zone Kizuka, commune et province de Rumongue, qui s'insurgent contre les pratiques d'extorsion par la police. Le cas illustratif selon ces motards est celui d'un motard qui a failli mourir lorsque ses policiers le brutalisaient en pleine circulation. C'était ce mardi. Le point avec Emmanuel Niungeko. C'était dans la mi-journée de ce mardi, lorsque des policiers du commissariat provincial de la police à Rumongue ont débarqué devant le marché situé sur la colline et zone Kizuka. À ce moment, selon des témoins qui étaient sur place, un des policiers a renversé une moto sur laquelle se déplaçait un citoyen de la localité. Ses collègues qui ont tenté de le secourir ont failli être fusillés par le même policier. Des policiers en provenance du commissariat de Rumongue ont remarqué une personne qui était sur sa moto devant le marché de Kizuka. Le chef des policiers est descendu et a directement poussé la moto qui s'est ensuite renversée. La moto était tombée et nous avons essayé de secourir le motard, mais le policier a menacé de nous tirer dessus. La victime a perdu connaissance pendant quelques heures. On l'a d'abord amené au centre de santé de Kizuka avant d'être transféré à l'hôpital de Rumongue. La saisie des motos par les policiers est devenue monnaie courante à Kizuka selon les habitants de cette zone, et une fois saisies, ces motos sont libérées moyennant de l'argent qui est perçu sans quittance selon la population. Il y a 2 semaines, les mêmes policiers ont également couru derrière un motard qui transportait un sac de haricots. Ils l'ont ensuite poussé, il est tombé avec sa moto. Quelquefois, ces policiers viennent à bord d'un véhicule. Ils récupèrent toutes les motos garées. Avant de les céder, leurs propriétaires doivent donner une somme comprise entre 40 et 110 000 francs. Et cela se fait sans aucun contrôle et sans quittance. Nous voyons que c'est une façon de malmener les gens.
La rédaction de la RPA a essayé de contacter Pascal Hakizimana, le chef de la colline Kizuka, qui était sur les lieux lors de l'incident, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Léonard Silabahenda d'Isaya, le chef de la zone Kizuka, n'a pas voulu s'exprimer. Une courte pause et nous parlons santé. RPA. Montée à une allure inquiétante des cas de contamination au coronavirus au Burundi. Depuis le début de l'année 2021, la moyenne journalière des cas de transmission locale se serait multipliée par 9 par rapport à l'année passée, selon un récent rapport du ministère de la Santé publique. Ces statistiques prouvent que la contamination locale est trop élevée. Les détails avec Dani Claire Iratkoumba. Globalement, la moyenne journalière des nouveaux cas rapportés depuis le début de l'année 2021 est de 27 cas positifs par jour, avec plus de 90% de cas de transmission locale contre la moyenne journalière de 3 cas confirmés au cours de l'année 2020, de mars à décembre. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le rapport du ministère de la Santé intitulé « Rapport de situation sur la réponse à la pandémie du coronavirus ». Selon ce rapport, le Burundi a mis 285 jours, plus de 9 mois en 2020, pour atteindre 1000 cas positifs de Covid-19, alors qu'il a fallu 110 jours, moins de 4 mois cette année, pour franchir la barre des 4000 cas. Cela confirme la circulation communautaire importante, la Covid-19, depuis le début de l'année 2021, note le rapport. Au 15 mai courant, le rapport signalait 306 infectés par le virus, dont 216 pris en charge à domicile et 90 en milieu hospitalier. C'est au moment où, depuis le début de la pandémie, le Burundi a rapporté 4347 cas positifs, dont 3635 cas de transmission locale, soit 83,62%, et 712 cas importés, soit 16,38% de tous les cas déclarés au Burundi. Parmi les défis rencontrés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ce rapport du ministère de la Santé signale le renforcement de la surveillance communautaire dans les districts frontaliers pour une meilleure maîtrise des entrées. Depuis le début de l'épidémie au Burundi, le 31 mars 2020, le pays ne reconnaît que 6 morts des suites la Covid-19. Toujours au sujet de la pandémie du coronavirus. La pandémie du coronavirus complique davantage la vie difficile des réfugiés. C'est du moins le point de vue des réfugiés burundais vivant au Rwanda qui ont participé ce mercredi dans une séance de sensibilisation organisée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Liliane Kwizera, chef d'antenne de ce mouvement en Afrique, a cité entre autres impacts sociaux de la pandémie, les séparations des familles suite à la paupérisation, ainsi que le rapatriement involontaire de certains. Suivez. Les impacts de la COVID-19 que nos invités nous ont dit sont entre autres la pauvreté, le social qui ne marche plus comme auparavant, le travail de tous les jours qui ne fonctionne pas bien, le manque d'affection entre nos parentés ou familles, la vie des réfugiés qui est devenue pratiquement insupportable, la hausse des prix des denrées alimentaires, manque de partage dans la joie ou dans le malheur entre les pauvres et les riches à cause de cette pandémie. Le taux de grossesse non désirée est élevé chez les femmes, même aussi chez les filles, à cause de la COVID-19. Le désespoir pour certains réfugiés burundais qui ont engendré le retour incertain dans leur pays natal, l'incertitude de faire les projets, de peur qu'ils ne peuvent pas rembourser le crédit, l'amour du prochain n'existait plus comme auparavant, mais aussi il y a le manque de financement qui a pratiquement stoppé à cause de cette pandémie. Ces activités ont été organisées par le mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité dans le cadre de la campagne de sensibilisation des réfugiés sur les conséquences de cette pandémie. La campagne a débuté ce lundi et durera 10 jours. Le projet de gratuité des soins de santé des femmes enceintes et des enfants qui ne dépassent pas 5 ans, court-circuité par la corruption et des mobiles politiques selon des sources sanitaires. Les responsables du secteur de santé à tous les échelons sont pointés du doigt. Le point avec Francine Mahoro. Les responsables du secteur de la santé sont les premiers responsables des problèmes qui s'observent dans la mise en application du projet de gratuité des soins de santé des enfants ne dépassant pas 5 ans et des femmes enceintes. Un projet qui a débuté en 2007.
Les médecins qui se sont entretenus avec la RPA précisent que ce projet était destiné aux hôpitaux et centres de santé publics, mais les autorités sanitaires ont inséré des établissements sanitaires du secteur privé, ce qui a provoqué l'insuffisance des fonds alloués au projet. Ce médecin explique. Premièrement, ce qui a empêché le bon fonctionnement de ce projet, c'est l'implication exagérée du gouvernement, surtout le ministre de la Santé. Les bailleurs avaient bien financé le projet avec un montant suffisant, mais le ministre a mal dépensé l'argent du projet en intégrant les structures de santé, moyennant bien sûr des pots de vin. C'est le ministre qui a empoché l'argent et il les a intégrés dans le système appelé FBP. Donc, tout cela a entraîné des surconsommations et le financement ne pouvait plus être suffisant. Plus de 10 millions est la somme qui était exigée aux responsables de ces structures de santé privées désirant intégrer ce projet, précisent nos sources. Une somme donnée sans résistance car facile à récupérer, ajoute notre source. C'est connu par tous. Le ministre de la Santé publique les intègre à condition de lui donner d'abord une somme de 10 millions, 15 millions et plus pour chaque établissement intéressé. Nous qui travaillons dans ce domaine savons que c'est très facile de récupérer cette somme qu'ils donnent. Dans des mois, ils peuvent gagner à peu près 25 millions. Donc, ils récupèrent son montant rapidement. L'exemple est celui du centre médical de Nyabiraba et celui de Kajaga. Le ministre voulait intégrer plusieurs établissements privés, mais il n'y avait plus d'argent. L'impunité des mauvais gestionnaires des structures de santé serait également à l'origine de la situation. Ces derniers, étant membres du parti au pouvoir, ne sont jamais punis. Les médicaments destinés à ces enfants et femmes enceintes ne leur parviennent toujours pas, car les titulaires des hôpitaux les détournent. De plus, il y a une très mauvaise gestion des hôpitaux, encouragée par l'impunité pour des raisons politiques. Beaucoup des responsables de ces hôpitaux sont des membres du parti au pouvoir. Avant, ce domaine était apolitique, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pire encore, même quand ces titulaires des hôpitaux commettent des fautes, ils ne sont pas punis. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des inquiétudes des médecins par rapport à la solution proposée par Tadendi Kumana, ministre de la Santé. Solution qui aideront à résoudre tous les défis, a-t-il promis. Sans une participation effective des femmes et filles et la prise en compte de leur point de vue à tous les niveaux de la prise de décision, les objectifs d'égalité, de développement et de paix sont impossibles à réaliser. C'est un message du MFSPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Parlons éducation toujours. Les professionnels de l'éducation dénoncent le comportement de Paul Miburo, son chef de zone Rutarugira de la commune Butihinda en province de Muyinga, qui a déchiré à l'aide du ciseau les uniformes des élèves de l'Ecofo Kobero. Pour Charles Ndikidje, éducateur et politique, l'acte prouve une fois de plus que les administratifs du CNDD-FDD ne savent pas leur mission et limites, d'où leur ingérence dans d'autres services. Selon Charles Ndikidje, président du parti Prona et non reconnu par le gouvernement de Gitega, cela peut créer un sentiment d'insécurité et pousser les élèves qui ont été brutalisés à abandonner l'école. Suivez Charles Ndikidje. C'est un véritable scandale, c'est une honte qu'un chef de zone appelé à corriger son enfant fautif parce que qui a commis des fautes punissables par le règlement scolaire et qu'au lieu de corriger son fils, il se donne plutôt à terroriser les autres enfants en déchirant notamment leurs pantalons au motif qui ne sont pas propres. Cela montre à suffisance que les administratifs du CNDD-FDD s'immiscent dans des services qui ne les concernent pas. Le chef de zone ne gère pas l'éducation. Donc, c'est des administratifs qui utilisent de la terreur, qui veulent se mettre au-dessus de la loi. Comme conséquence, pour ces enfants qui voient un chef de zone qui entre dans une classe et qui déchire leurs pantalons, et ces enfants peuvent subir des traumatismes qui peuvent les marquer psychologiquement et affecter même leur rendement scolaire.
Et l'autre risque, c'est que certains enfants peuvent avoir un dégoût, rejeter l'école en disant que l'école ne les sécurise pas. Donc c'est comme une attitude condamnable qu'il faut condamner les parents, les éducateurs, les autorités éducatives, mais les autorités politiques hiérarchiques devraient sanctionner sévèrement ce chef de zone qui a affiché une attitude, un comportement inacceptable, intolérable. Et puis, page diplomatie et intégration économique. Le Burundi se dit avancé dans le processus de ratification des accords sur la zone de libre-échange au niveau continental, annonce du directeur du commerce intérieur au niveau du ministère du commerce. C'était au cours d'une conférence de presse ce mardi. Chrysologue Mutwa a indiqué que le gouvernement burundais a déjà adopté différentes stratégies afin d'arriver à la ratification effective d'ici peu. Suivez Chrysologue Mutwa. Le Burundi est parmi les 54 pays qui ont déjà signé. Toutefois, le Burundi ne fait pas partie encore de ces pays qui ont déjà ratifié. Mais il est dans le processus. Je suis conscient que d'ici peu, le Burundi pourra ratifier au regard des préparatifs qui sont en cours au niveau du Burundi. On est en train de se préparer, non pas seulement avec cette étude d'évaluation de l'impact, mais également il y a des documents de référence, notamment il y a la politique nationale d'industrialisation. C'est dans le cadre de la diversification et de l'augmentation de la production. Mais il y a également la stratégie de mise en œuvre de la politique commerciale avec sa politique commerciale. Et si je citerai également cette politique nationale d'industrialisation ainsi que sa mise en œuvre. Mais il y a également l'élaboration d'un document de référence dans le cadre de la promotion du commerce transfrontalier. Tout ça, c'est dans la logique de se préparer. Mais il y a également d'autres documents de référence, dont la stratégie nationale d'intégration régionale, qui est en cours d'élaboration par le ministère en charge des affaires étrangères. Mais il y a également une stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord. Tout ça combiné pour que le Burundi est en train de se préparer pour y aller lentement mais sûrement. Chrysologue Mutwa explique que les pays membres de la communauté est-africaine ne sont pas encore convenus sur les préalables de l'intégration en tant que communauté. Suivez encore. Quand on parle d'une zone de libre-échange continentale africaine, il y a d'abord ce traité, mais il y a différents protocoles. Nous sommes encore dans le processus de négociation de la libéralisation tarifaire. Ici, il faut savoir que le Burundi, au moment de négociation de la libéralisation tarifaire, doit négocier plutôt en bloc dans le cadre de ses engagements au sein de la communauté africaine. Parce que vous devez savoir que nous sommes dans l'union douanière et que dans ces engagements avec l'union douanière, nous avons un tarif extérieur commun. Alors, le Burundi, pour bouger ce tarif extérieur commun, nous devons nous convenir tous ces pays. Ici, alors, il y a des négociations en cours, que ce soit au niveau de la communauté africaine, mais après, il y a alors une position commune, et puis par rapport aux négociations en cours au niveau de la DRECA. Il y a également ce qu'on a appelé le commerce des services au niveau du protocole sur le marché commun, dans lequel nous sommes au niveau de la communauté africaine. Ici, en son annexe, si je me souviens bien, qui concerne le commerce des services, nous avons des engagements par pays ayant déjà des acquis au niveau de la communauté africaine. Pour pouvoir s'engager dans le cadre du marché de la zone de libre-échange continentale africaine, nous devons avoir une vue commune ou une position commune. Et puis toujours à propos de cette intégration économique, la situation politique et le non-respect des principes de démocratie et de bonne gouvernance au Burundi sont les défis majeurs auxquels est confronté le Burundi dans le processus d'intégration régionale. Réaction de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi, qui explique que la réalisation de ce marché africain commun avant l'année 2023 fixée par le traité d'Abuja est encore chimérique, étant donné une trop lente évolution de l'intégration au niveau de la sous-région d'Afrique de l'Est. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. L'intégration régionale du Burundi est une question très sensible et une question qui dure mais qui ne se réalise pas comme il faut. En réalité, parler de la communauté a des exigences. Je crois que la première exigence, c'est d'abord de stabiliser son propre pays. Le Burundi a des problèmes d'ordre politique, qui entraînent des problèmes d'ordre économique. Ça signifie que la question se pose déjà à ce niveau-là. Comment créer une unité nationale et
et éviter qu'il y ait des politiques qui créent des réfugiés. Dans nos pays, il y a des pays de l'East African Community qui ont des réfugiés. D'abord, il faut régler ces problèmes. Il faut vous entendre sur comment vous gérez. On ne peut pas prétendre entrer dans une communauté avec une telle conception des choses. Et il y avait aussi, au niveau de l'Union africaine, je crois que c'était un petit document sur la gouvernance et la démocratie. On trouvait un chapitre sur les élections telles que nous les menons dans nos pays. Est-ce que ça permet franchement qu'on parle d'une intégration? Non. C'est contre les règles de la démocratie. Après la lecture de ce rapport sur l'intégration régionale des pays composant l'Union africaine, il est très clair qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore remplis pour d'abord réaliser l'intégration régionale dans l'East African Community et ensuite pour réaliser l'intégration de l'East African Community dans cet ensemble tel que ça avait été pensé dans le traité d'Abuja où on se donnait l'agenda de 2023 pour qu'ils aient réalisé le marché commun. Donc c'est impossible qu'ils puissent arriver à ce niveau-là. Frédéric Bamvugi-Nyuvira ajoute que la communauté est-africaine et surtout le Burundi font face aux problèmes économiques qui gangrènent encore la réalisation du marché commun au niveau de la sous-région. Encore une fois, Frédéric Bamvugi-Nyuvira. Il y a l'intégration politique, il y a l'intégration économique, et tout ça, ce sont des questions qui sont posées. Il y a une question qui est liée à la création d'un passeport commun. Il y a l'idée d'une autorité commune. Il y a plusieurs questions qui sont subséquentes à ces deux premières. Et puis, sur le plan économique, il faut évaluer quelles sont les capacités des uns et des autres. Je me souviens qu'en 2010, j'avais participé à la réunion des partis politiques de l'East African Community à Dodoma, où nous avions abordé les questions justement du marché commun. Et il y avait une réticence du côté de la Tanzanie qui croyait que le Kenya allait bénéficier de ce genre d'organisation et que l'Ouganda allait suivre le Kenya, mais que la Tanzanie pouvait rester en arrière. Le Rwanda et le Burundi, on n'a pas osé s'exprimer parce que nous étions très très en arrière. Maintenant, la question en rapport avec les marchés communs. Est-ce qu'on peut organiser un marché commun lorsque justement on ne s'entend pas sur ça? On n'a pas encore de monnaie commune comme ici en Europe on a l'euro. Est-ce qu'on n'a pas encore dans notre communauté une unité monétaire? Ce sont des illusions et les gens peuvent croire qu'on est en train d'avancer. On peut nous dira qu'il y a la politique commerciale, la stratégie de mise en œuvre, la stratégie d'intégration régionale, la stratégie d'industrialisation, règlement de la balance commerciale. On ne peut pas prétendre qu'on puisse aller loin. Si vous ne réglez pas les préalables, ça veut dire que vous trompez vous-même. Voilà, mesdames et messieurs, point final à ce journal. Bob Rugurika était à la présentation. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Merci à la cabine technique et à l'équipe rédactionnelle. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et restez prudents.